En préparant ma rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem, une question me taraudait. Qui est cette jeune femme? Qui est-elle? Une surdouée? Car il faut l'être pour, à 35 ans, devenir par 3 fois ministre, sous le règne, certes, d'un même président, Hollande, mais de 2 premiers ministres. Hérault et Valls, ministre des droits des femmes, et porte-parole du gouvernement, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, et enfin, première femme de l'histoire de la République, première à être nommée ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. À 35 ans, une surdouée, ou me suis-je dit peut-être une intrigante. Un peu comme l'ont été Cléopâtre, Élisabeth II, Jeanne de Bourgogne, Isabelle de France, Catherine de Médicis. Une de ces femmes, vous savez, auxquelles rien ne résiste. Et qui, à force de charme, de ruse, de persuasion et d'intelligence, franchissent tous les obstacles, balayent tout sur leur passage et prennent le pouvoir. Même sans jamais être élu, car Najat Vallaud-Belkacem n'a été élue par le peuple que 2 fois. Une fois au conseil régional de Rhône-Alpes, une autre fois comme conseillère municipale à la mairie de Lyon. Fonction importante certes, mais dont on peut douter qu'elle soit d'évident tremplin vers des fonctions ministérielles. Ou alors, ai-je pensé Najat Vallaud-Belkacem, cette jeune franco-marocaine issue d'une fratrie de 6, mère, femme politique, et tout simplement une femme de conviction, une Malala Yousafzai, la militante des droits de la femme pakistanaise, une Simone Veil, une Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, et la force de ses convictions, la puissance de ses certitudes, la justesse, selon elle, de son combat la porte. Et c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Vous voyez, j'ai fouillé, réfléchi, mais franchement, je ne sais toujours pas qui elle est. Alors je vais lui poser la question. Venez, Najat Vallaud-Belkacem nous attend. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, merci. qui êtes-vous? Alors voilà, c'est vraiment une question qui m'obsède. Qui êtes-vous? Dans les 3, vous pouvez choisir. La femme de conviction, l'intrigante, laquelle vous préférez? Ou alors peut-être toutes les 3. Oh, j'aime pas du tout le terme d'intrigante. Mais c'est pas mal, les intrigantes. Ouais, non. Je trouve qu'on a perdu le sens de le côté aventurière, comme ça. Je sais pas si on peut employer le terme, mais de l'intrigante, mais... Sûrement, et je vois ce qui vous fait penser à ça, c'est un peu le rouge et le noir, c'est-à-dire cette capacité à, en effet, dépasser sa condition sociale d'origine et à monter comme ça les marches. Mais j'ai pas l'impression qu'en montant les marches, je me sois laissée gagner par le cynisme, par l'opportunisme. J'ai quand même l'impression que c'est cette force de conviction qui m'a guidée, donc je dirais plutôt une femme de conviction. Alors la conviction, elle vient d'où? Elle est, vous êtes née au Maroc, comme la grand-mère. Elle a un joli parcours. Un joli parcours. Donc, vous êtes né au Maroc, vous partez avec votre famille, votre père est ouvrier dans le bâtiment, et vous arrivez en France, et puis là, vous faites des études. Comment vous avez vécu ce départ du Maroc, que j'adore, et cette arrivée en France? Pour une petite fille, ça fait quoi? Ah, c'était 2 mondes. Mais 2 mondes totalement différents et même à certains égards 2 siècles quasiment, puisque j'ai eu l'occasion de le raconter dans un livre que j'ai publié en 2017 qui s'appelle « La vie a plus d'imagination que toi », du nom d'une phrase que me disait souvent ma mère quand j'étais jeune. Et c'est vrai que ma vie, mon parcours vraiment surprend et au fond, moi la première, c'est-à-dire que en partant de ce petit village de Nador où je vivais au Maroc, au nord du Maroc, dans une zone très rurale, très montagneuse. Vous parliez berbère? Où je parlais berbère, où ma famille subsistait assez difficilement, puisque finalement c'était le travail de la terre, et la terre ne produisait pas grand-chose, et il y avait peu de perspectives, et ma vie était faite jusqu'à l'âge de 4-5 ans, lorsque je quitte le Maroc pour la France, et bien essentiellement de garder les chèvres avec mon grand-père, d'aller chercher l'eau au puits, parce que bien entendu on n'avait pas l'eau courante ou l'électricité. Allez-y, continuez. Et donc, passer de cet univers-là à finalement arriver en France, dans un monde complètement neuf pour nous, avec des voitures partout, alors qu'on en voyait passer une
tous les 2 mois là où on vivait, avec des klaxons, des bruits. La ville, c'est pas simplement un pays autre, c'est la ville versus la ruralité. Une langue nouvelle qu'on ne maîtrisait pas quand on est arrivé, ma sœur aînée et moi. Vous ne parliez pas le français? Non, on ne parlait pas le français. Mon père s'était installé à partir de la fin des années 70 en France, donc lui le parlait. Et dans le cadre d'un regroupement familial, ma mère, ma sœur et moi, donc on l'a rejoint. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les codes. Et donc du coup, on s'est retrouvés à Abbeville, dans le nord de la France. Pourquoi le Nord? Je l'ai souvent demandé à mes parents. Quitte à venir comme ça, on aurait pu s'arrêter à Marseille. Bon, bref, se retrouver là-bas. Et finalement, heureusement que l'école était là. Et c'est de là que vient mon attachement, mais irréductible à l'école. Cette petite jeune femme marocaine qui arrive en France va devenir ministre de l'Éducation nationale. Oui. C'est extraordinaire. Oui, non, mais c'est un parcours. C'est hors norme, oui. C'est hors norme, c'est un parcours. Et en même temps, c'est un parcours exemplaire, car ça veut dire on peut parler d'assimilation dans le bon sens du terme, en gardant le souvenir de ses racines, d'où on vient, en restant d'ailleurs marocaine, puisque vous vous êtes faite naturaliser à 18 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc en effet, j'ai la double nationalité. Et pourquoi cette naturalisation? Parce que c'était plus pratique, par amour de la France? Parce que Valls, par exemple, on parle très bien de sa naturalisation. Il avait cette passion de la France. Pour être franche, moi j'aurais trouvé quasiment logique d'être française bien plus tôt qu'à 18 ans, puisque j'étais installée en France depuis l'âge de 4-5 ans, comme vous le savez. Et donc il se trouve que ça correspondait à une période où la législation pour la énième fois avait changé, que maintenant il fallait attendre d'avoir 18 ans pour faire une demande proactive. Et sans porter de jugement particulier sur le sujet, eh bien, je me suis retrouvée à 18 ans à me rendre compte qu'en fait je me croyais française comme tous les autres qui m'entouraient. En fait, non, j'avais pas tout à fait le même statut et qu'il fallait que je fasse cette démarche. Je l'ai faite. À un moment d'ailleurs où les choses n'étaient pas si bien organisées que ça, parce que c'était très administratif, très techno. Vous envoyez un dossier, on vous répond par une lettre à la poste avec ça y est, vous avez votre. C'était triste. C'était triste. Heureusement, les choses ont changé. Je suis français. Alors, heureusement, les choses ont changé parce que par la suite, maintenant, il y a des cérémonies. Enfin, je sais pas si ça existe encore, mais il y a des cérémonies dans les mairies pour les nouveaux naturalisés. Et c'est bien parce qu'il faut prendre conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire d'entrer finalement dans la communauté nationale avec ce statut-là. À quel moment est-ce que vous avez aimé la France? À quel moment on se dit, quand on est une petite fille, quand on grandit, on se dit mais j'aime ce pays? C'est un pays qui... C'est intéressant que vous posiez cette question parce que je vais vous dire, je me la suis jamais posée. C'est-à-dire que, en réalité, moi, à partir du moment où je m'installe en France, où je commence à aller à l'école, je redis l'importance de l'école, où je commence à pratiquer la langue, donc à appartenir à la France m'appartient aussi d'une certaine façon. Et donc, je ne me sens pas différente des autres. C'est dans le regard des autres qu'on Vos parents vous poussent vers la France, c'est-à-dire qu'ils apprennent le français, d'abord, ils vous envoient à l'école, ils vous envoient à l'université, ils sont assez extraordinaires. Moi, je trouve que cet homme que je ne connais pas, votre père, et votre mère, qui arrive à élever ces 6 gosses, qui arrivent du bout du monde, enfin du Maroc. On est 7. 7 gosses, et qui envoient, oui, 7 avec vous, pardon, et qui arrivent, je sais pas si les autres ont fait des études, mais apparemment oui, à mettre tout le monde à l'école et à l'université. C'est un parcours de vie extraordinaire, c'est un parcours exemplaire pour l'émigration. Et surtout par rapport à des choses qu'on vit aujourd'hui, où il y a ce schisme entre certains émigrés lointains, même d'une émigration lointaine maghrébine, et ce que vous avez vécu. C'est 2 mondes différents. C'est gentil de le souligner, parce qu'on le souligne rarement en fait, mais c'est vrai que c'est quand même assez exemplaire, toutes ces familles, ces couples qui ont émigré, qui ont quand même laissé tout derrière eux, leurs racines, leur culture, leur famille, leur propre famille. Tout ça pour espérer donner à leurs enfants un avenir meilleur. Et c'est vrai que c'est une somme de sacrifices sans nom dont on parle très rarement. Et pour revenir à mes propres parents, la façon qu'ils avaient de le vivre, ça a toujours été une forme de discrétion, en fait. Ils nous imposaient de marcher droit. Important. Vous parliez français à la maison ou berbère ? On parlait les deux. Ma mère, au début, ne pratique pas non plus le français, donc on parlait berbère. Vous étiez obligé de parler les deux. Et puis avec mon père un peu plus le français, mais on parlait les deux. Parce que, par exemple, on en parlait tout à l'heure hors champ, moi, mes parents qui parlaient arabe et espagnol n'ont jamais voulu me l'apprendre parce qu'ils voulaient que je sois un petit français sans. Donc ils parlaient que français. Donc on parlait que français, oui.
Oui, et d'ailleurs, vous retrouvez votre type d'expérience souvent, hein, et c'est intéressant d'écouter justement ce qu'ont à raconter les familles issues de l'immigration sur cette volonté, cette tension permanente, à la fois de s'intégrer, d'aimer ce pays, puis en même temps de se faire discret, puis en même temps d'avoir envie quand même de tirer parti de ses racines et de cette double culture. Najat, si pendant longtemps, si je peux vous dire, si dans notre famille on s'est très longtemps fait très discret, puis ensuite, bon, l'engagement politique évidemment fait que vous devenez un personnage public. Pourquoi la politique alors? Pourquoi? Je vais vous dire, moi j'ai hésité à en faire de la politique parce que de nature je suis assez timide, assez réservée et donc je ne m'imaginais pas une. Et puis en plus vous avez toujours cette espèce de complexe un peu d'imposteur quand vous venez de là où vous venez. Est-ce que je suis vraiment bien à ma place? Est-ce qu'on va pas finir par me signifier que je suis rentrée par effraction? Du coup, me virer, faut se dépêcher, oui. D'où le sentiment d'urgence qu'on a souvent quand on est issu de l'immigration, d'arriver à faire les choses rapidement. Mais pourquoi j'ai fait de la politique? Parce que, en fait, il y a eu un déclic dans ma vie. C'est le 21 avril 2002. C'est lorsque Jean-Marie Le Pen arrive au second tour d'une élection présidentielle, ce que pas grand monde n'attendait. Et que je me sens coupable à ce moment-là de n'être que spectatrice, alors que j'ai eu la chance finalement, d'abord de mettre à l'épreuve mes convictions, compte tenu de là où je venais, d'avoir constaté les dysfonctionnements de notre société, de savoir pourquoi se battre, d'avoir fait des études qui me permettaient quand même d'avoir obtenu un certain nombre de codes. Je pense à mes études de droit, je pense à Sciences Po Paris. Et puis, et à ce moment-là, le 21 avril 2002, je me dis non, mais c'est pas possible. En fait, il faut s'engager. Et de façon assez rationnelle, du coup, je me dis ok, d'accord, il faut s'engager. Donc tes convictions sont clairement à gauche. On regarde ce qui se passe à gauche. C'est pas la gauche pour vous à ce moment-là? La gauche, déjà à ce moment-là, est assez variée, puisque vous trouvez de l'extrême gauche, vous trouvez de l'écologie, vous trouvez les communistes, vous trouvez les socialistes. Et à ce moment-là, ce qui guide mon choix, clairement, c'est de me dire, moi, je veux appartenir à un collectif de gauche, mais un collectif qui un jour qui aspire à exercer des responsabilités. Je suis pas pour les discours incantatoires qui font plaisir à soi-même, mais je veux exercer des responsabilités pour changer les choses et la société un petit peu, voire beaucoup, mais pour ce faire, c'est vrai que le discours des socialistes me convenait le mieux. Vous êtes déçu par la gauche? Est-ce que je suis déçu par la gauche? Il arrive à la gauche d'être la gauche la plus bête du monde. Moi, je suis déçu par la gauche parce que j'ai toujours trouvé formidable ce pays où il y avait 51-49 ou 49-51, où il y avait les forces de gauche et les forces de droite qui étaient d'une même puissance, d'une même force et qui en fait entretenaient ce débat démocratique. J'ai l'impression que ce débat démocratique, à cause de la gauche justement, parce qu'elle s'est effritée, a disparu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il arrive à la gauche d'être la gauche la plus bête du monde, lorsque la gauche n'est pas capable de se rassembler, franchement, d'offrir en effet aux Français une alternative en misant sur ce qu'on a de commun, et Dieu sait qu'on a des choses en commun dans les différentes forces de gauche. Elle est nulle, quoi. Elle est nulle d'être comme ça. Donc, on a parlé de vous pour reprendre la gauche à une période, pour dire voilà, je deviens la patronne du Parti Socialiste, ce qui aurait été quand même encore une histoire extraordinaire. Est-ce que vous avez considéré ça ou est-ce que vous l'avez tout de suite écarté? Non, je l'ai considéré, mais ce qui m'a fait l'écarter, c'est d'abord à titre collectif, dans l'intérêt collectif. J'ai considéré que c'était bien de laisser la place aussi à d'autres parce que je sortais d'un quinquennat, y compris d'un quinquennat d'ailleurs qui a été abîmé sur la fin, soyons honnêtes. Je veux dire, je suis tout à fait lucide sur le fait que le quinquennat auquel j'ai participé a pu décevoir des gens et que d'une certaine façon, le fait que son principal maître à bord, à savoir le président sortant François Hollande, ne soit pas venu se représenter, nous a mis complètement dans le mur, puisque par définition, ça donnait le sentiment qu'on n'était même pas capable de défendre un bilan. Alors, les détracteurs avaient beau jeu de nous dire mais votre bilan était nul. Alors, notre bilan n'était pas nul. Il y avait des choses très bien dans le bilan, il y avait des choses moins bien qu'on n'aurait pas dû faire, clairement. Hein. On pourra y revenir. Mais on était dans cette difficulté-là et j'ai considéré qu'au sortir de ce quinquennat-là, revenir avec les mêmes arguments un peu éculés ne donnait pas de force au collectif. Vous avez voulu prendre du recul et puis à titre individuel, je vais revenir plus tard. Oui, bien sûr, à titre individuel, je me suis dit il faut que je me ressource. Il faut que je me ressource. Un grand nettoyage de printemps et à ce moment-là, on revient avec d'autres, pas d'autres idées, parce que les idées de gauche sont les idées de gauche, mais maintenant, le problème, si vous voulez, maintenant, c'est que les idées universalistes appartiennent à l'univers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la gauche ne peut être spécifique que dans
une spécificité très, très précise. Est-ce que vous pensez, vous, votre génération, vous, tête de gondole de cette génération, pouvoir apporter quelque chose qui soit complètement différent aux Français? Ah bah oui, enfin moi je peux vous dire que par exemple, ni sous la droite, ni sous le quinquennat actuel, qui est grosso modo la même chose que la droite, on a de lutte résolue contre les inégalités. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les défis principaux de notre société, comme de notre monde d'ailleurs, si on devait les résumer, c'est évidemment la lutte contre les inégalités qui ont explosé à un point qu'elles sont source des plus grandes tensions et des plus grands dysfonctionnements à l'échelle du pays. Confère l'augmentation de la pauvreté, on va passer aussi, à 10 millions de pauvres en France 2030, et à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, oui. Exactement, parce que ce soit la pauvreté en France ou que ce soit l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, ça n'est jamais le résultat du hasard ou de la fatalité. C'est évidemment la conséquence de décisions économiques, ultracapitalistiques, qui ont été prises et sur lesquelles il faut revenir. Donc c'est bien le dysfonctionnement d'un modèle. Donc lutter contre les inégalités, si c'est pas la gauche qui le fait, je vois pas qui le fait, honnêtement. Lutter résolument contre le changement climatique, Najat, même chose. On peut pas dire ça. Pardon, hein. Oui. À droite et à gauche, il y a des hommes de bonne volonté. Le président Macron, que vous qualifiez comme un homme de droite, c'est un homme qui est de bonne volonté. Il peut faire des erreurs, comme l'a fait Hollande pendant son quinquennat, mais je pense pas qu'il y ait d'hypocrisie dans ces combats. Je pense que chaque homme politique qui a un peu d'envergure, hein, je parle pas des tocards, mais chacun essaie d'apporter quelque chose, simplement il se trompe. Simplement, il faut parfois une intelligence supérieure pour arriver à résoudre des problèmes qui deviennent de plus en plus inextricables. Vous vous rendez compte, 12 millions de pauvres en France. 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce que je crois surtout, et du coup ça répondra peut-être à votre question, qu'est-ce que la gauche peut apporter ? Je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de radicalité sur ces combats-là. On a besoin de radicalité, d'ailleurs une radicalité qu'on trouve dans les jeunes générations. C'est pour ça qu'il faut être en résonance. Vous n'aimez pas le mot intrigante, moi je n'aime pas le mot radicalité. Ah ben vous m'expliquerez pourquoi. Oui. Radicalité dans le sens suivant. Justement, dès lors qu'on dit qu'un sujet pour nous est central, en faire véritablement la priorité. La priorité, ça veut dire que à la base même de toutes les politiques publiques qu'on va adopter, il faut que ce soit ce sujet-là qui est la priorité. Lorsque Emmanuel Macron fait une réforme fiscale et que son premier geste est de supprimer l'ISF et de faire la flat tax, il n'a pas mis la lutte contre les inégalités au cœur et en priorité de ses décisions politiques. Parce que le résultat, c'est évidemment que la situation des plus riches s'améliore au détriment, parce que moins les pouvoirs publics ont de ressources et moins les plus pauvres sont aidés. Enfin, je veux dire, c'est assez évident. Donc, du coup, il n'a pas mis. Alors, peut-être qu'il n'était pas mal intentionné, peut-être qu'il aurait vraiment voulu faire du et en même temps, mais enfin, la vérité de ses priorités apparaît. Action, en fait, et voilà. Que malheureusement, il a été cassé par le Covid, par un tas de choses, mais c'était le début d'une action. Faire revenir l'argent, le faire à nouveau circuler, encourager les riches à faire encore plus d'argent pour en fait, plus tard, peut-être, je le pense, aller vers les plus pauvres. La fameuse théorie du ruissellement, voilà. Dont tout a démontré 1 milliard de fois qu'elle ne fonctionnait pas. Qu'elle ne fonctionnait pas, mais moi je pense qu'elle peut fonctionner. Mais les faits ne montrent pas cela, malheureusement. Non, quand je dis radicalité, à nouveau, c'est par exemple là où les jeunes générations nous apprennent beaucoup de choses. Regardez la perception qu'elles ont des questions de changement climatique. Là aussi, être radical sur les questions de changement climatique, c'est se dire, au fond, c'est à la base, cette volonté de ne pas atteindre les 2 degrés et d'avoir un développement plus soutenable, c'est à la base de la moindre des décisions que l'on prend, de la moindre des décisions économiques, de la moindre des décisions sociales. Donc ça veut dire par exemple qu'il faut aider les ménages à se loger mieux pour éviter les passoires énergétiques, de la moindre... Voilà. Donc cette radicalité-là, je pense que c'est sans doute ce qui permettra à la gauche de se différencier considérablement des erreurs du passé et d'une politique de droite. Vous pensez que l'écologie va prendre le pas, même sur les socialistes, va prendre le pas sur tout ? D'abord, j'ose espérer que l'écologie, aujourd'hui, elle appartient pas à un seul parti, et vous pourriez me dire peut-être même qu'elle dépasse le camp de la gauche et que certains à droite sont authentiquement convaincus par elle.
Je pense que la question écologique doit être au cœur de toute réflexion politique aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper lorsqu'on dit la question écologique. Le sujet, ça n'est pas la planète pour la planète. Le sujet, c'est les humains qui habitent la planète. Le sujet, c'est que ce qui provoque les dysfonctionnements écologiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est les injustices entre les humains qu'on a laissé s'installer. C'est le fait que certains humains sont dans un geste de prédation à l'égard des richesses de la planète qui mène à la surexploitation des ressources naturelles et donc créent les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et ils le font évidemment toujours au détriment d'autres humains. Donc il me semble que le maître mot à mettre au centre, c'est la justice. C'est donc la lutte contre les inégalités. Et qu'à partir de cette justice et de cette lutte contre les inégalités, finalement, on atteint aussi cette transition écologique qu'on appelle tous de nos voeux. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en France, politiquement, l'écologie peut balayer la droite, la gauche et s'imposer comme maîtresse du jeu ? Encore une fois, je pense que l'écologie, en fait, on peut pas on peut pas l'attribuer à une seule formation politique. Donc, je ne vois pas de situation dans laquelle on arrive à ça. Ils vont se présenter aux élections en face des socialistes ou alliés aux socialistes, en face de la droite ou alliés à la droite peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui fait, par exemple, la force des écologistes en ce moment, c'est le fait que, y compris chez les socialistes, aujourd'hui, on s'est complètement approprié la nécessité de la transition écologique et qu'on y travaille évidemment. Et donc du coup, il y a de plus en plus de monde qui s'est emparé du sujet que longtemps ils ont porté tout seuls et ils ont prêché dans le désert, je veux bien le reconnaître. Mais sauf qu'aujourd'hui, ceux qui s'emparent du sujet apportent aussi des solutions. C'est-à-dire que les écolos ont longtemps prêché dans le désert. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont toutes les solutions pour faire la transition écologique ? Je n'en suis pas sûre. On va s'arrêter 2 minutes pour la pub et puis on continue. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Najat Vallaud-Belkacem. Najat, quand on vous dit, vous êtes ministre de l'enseignement, vous allez vous occuper de tous les gosses de France, et des étudiants, et des professeurs. Vous dites pas, il y a un problème, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur de cette incroyable responsabilité ? Si, mais qui ne se le dit pas. Enfin, j'ose espérer que tout le monde se l'ait dit. Tout le monde se l'ait dit, oui. Mais vous avez raison, si ça se trouve, certaines ne se le sont pas dit. Non, moi, d'abord, je suis très humble de nature, donc je me pose cette question à chaque fois avant d'accepter toute responsabilité. Et là, c'est pas rien, là. Celle-ci particulièrement, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, 1 million de personnel, le premier budget de l'État. Mon grand copain, c'est Luc Ferry, donc je connais le ministère. Oui, vous voyez à peu près. Par cœur, et je sais que c'est une responsabilité, c'est gigantesque, quoi. Oui, absolument. Mais surtout, au-delà du poids, de la masse que c'est pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est le poids symbolique de la tâche et de la fonction, qui est extraordinaire, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis donc la première femme à être ministre de l'Éducation dans ce pays, ce qui est quand même extraordinaire. Je me demande si Jean Zé n'était pas un peu plus jeune que moi, mais du coup je le lui laisse parce que j'ai une passion pour Jean Zé, comme vous le savez peut-être, donc évidemment me mettre dans ses pas me va très bien. Donc première femme peut-être, mais aussi première élève sortie de l'éducation prioritaire. On n'a pas eu par le passé de ministre sorti de l'éducation prioritaire. Il faut l'avoir en tête parce que ça compte beaucoup dans la vision des problèmes, de ce qui est prioritaire pour l'enseignement. Pourquoi ça compte pour vous ? Ça compte énormément parce que par définition, je viens en ayant conscience que nous sommes dans un système scolaire qui, à bien des égards, fonctionne bien. Honnêtement, on a de la chance de l'avoir, ce système scolaire, mais dont le problème principal est les inégalités. Et le fait que souvent les destins scolaires sont écrits dès l'âge de 3 ans. Et c'est ça le sujet. Et donc, évidemment, toute mon action de ministre de l'Éducation va être guidée par ça. Comment je fais en sorte
que chaque élève ait des opportunités de réussite qui soient équitables, quoi, que les jeux soient pas faits dès le plus jeune âge. C'est quoi alors? Comment on fait ça? Comment on pense à ça? Eh ben, comment on fait ça concrètement? Il y a évidemment la question de ce qu'on appelle l'effet maître, c'est-à-dire quels enseignants on met face à ces élèves. Les enseignants doivent être formés. Je sais qu'on a la mémoire courte dans ce pays, mais on sortait quand même d'un quinquennat, le quinquennat de Sarkozy en l'occurrence, pendant lequel la formation des enseignants avait été supprimée. Vous vous en souvenez, on mettait dans des classes des jeunes professeurs qui ne savaient pas enseigner dans les faits. Donc on a remis la formation. Comment on fait cela? On met des adultes et des enseignants notamment dans les établissements scolaires. On a recréé 60 000 postes dans l'éducation, là où le précédent quinquennat en avait supprimé 80 000. Comment on fait ça? On donne plus de moyens à l'école primaire parce que c'est dès le plus jeune âge que les choses se jouent et que l'essentiel, ça reste quand même d'apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter. Et donc, ces fondamentaux-là, il faut, encore une fois, plus d'enseignants pour faire des petits groupes, pour mieux travailler. Voilà, donc et puis après, ça se poursuit au collège. Éviter que se crée un système à double vitesse. Vous êtes tapé un peu sur les doigts pour le collège. Mais oui, bien sûr. Pour la réforme du collège, ça a été un peu chaud pour vous. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous sommes dans un pays qui, comme le disait très justement François Dubé, peut-être l'avez-vous déjà reçu ici. Non, je ne suis pas sûr. François Dubé, qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, a écrit un livre qui s'appelle « La préférence pour l'inégalité ». Nous sommes dans un pays qui passe son temps à clamer son amour de l'égalité, mais quand il s'agit de l'école, en fait, beaucoup inconsciemment préfèrent l'inégalité parce qu'ils ont le sentiment que leur enfant va d'autant mieux réussir qu'au passage d'autres auront bien raté, que l'essentiel au fond de la valeur du diplôme que leur enfant va acquérir, c'est que ce diplôme ne soit détenu que par un petit nombre. Donc nous sommes dans un système que certains ont qualifié d'élitiste, d'élitaire, etc. L'élitisme a sur certains sujets du bon, mais il a du mauvais lorsque ça signifie concrètement que dès le départ, on part du principe que seule une partie des élèves ont vocation à réussir et que les autres resteront sur le bas-côté de la route. On est dans une société, on est de plus en plus dans des sociétés du savoir. Concret, comment on fait? Moi, j'ai été un gosse voilà, pas plus bon élève que les autres, plutôt moins bon d'ailleurs. Et c'est vrai que je me suis senti exclu d'un système qui, en fait, n'était pas fait pour moi. Il y a des choses que je comprenais pas, que j'ai compris par la suite, mais en fait, je n'avais pas des professeurs en face de moi qui semblaient équipés pour m'expliquer comment avancer dans la vie. À part deux professeurs auxquels je rends hommage, Monsieur Martin et Monsieur Delperrier, dont je me rappelle encore un demi-siècle après. Mais donc, à part je vous remercie de leur rendre hommage parce que c'est tellement important. Bon, et on a tous en mémoire des professeurs qui ont énormément compté pour nous. Mais pour répondre à votre question, le problème de l'école, si je devais le résumer après avoir vécu cette expérience de ministre de l'Éducation tout de même pendant 3 ans, c'est que, en fait, dans les débats qui tournent autour de l'école est généralement racontée par les vainqueurs de l'école. Elle n'est jamais racontée par les défaits de l'école. C'est un peu comme les guerres, l'histoire des guerres. Les guerres sont toujours racontées par ceux qui ont gagné et jamais par ceux qui ont perdu. Du coup, on n'entend jamais la voix de ceux à qui l'école n'a pas convenu dans son mode de fonctionnement actuel. Des décrocheurs, ou même sans être décrocheurs, des gens qui auraient eu des capacités mais qu'on n'a pas suffisamment tiré en avant, à qui on n'a pas offert des heures de cours supplémentaires parce qu'on se concentrait sur les 15 ou 20% d'élèves qui allaient mieux, etc. Et donc, le problème, c'est qu'à ne pas entendre cette voix des défaits de l'école, eh bien, on n'améliore jamais le fonctionnement. Donc, moi, comme ministre, en fait, j'étais là aussi pour porter cette voix des défaits de l'école et pour dire, à un moment donné, oui, par exemple, dans les pratiques pédagogiques, lorsque vous avez des cours trop magistraux qui ne s'arrêtent pas un instant pour vérifier que tous les enfants ont bien compris, sont au même niveau de compréhension, ou faire travailler un peu plus ceux qui sont plus en difficulté, etc., vous avez ces élèves qui restent sur le bas-côté. Et donc, changer les pratiques pédagogiques... Je comprends ça parfaitement. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte mon arrivée. J'ai eu le bac grâce à la gymnastique et je suis arrivé ensuite en fac de droit, j'ai rien compris. C'était pas du tout fait pour moi, même l'accueil n'était pas fait pour moi. Il y avait des gens qui de mon âge qui se sentaient parfaitement à l'aise. Et vous savez moi, pourquoi ? Je ne l'étais pas. Vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup de choses, et ça se joue notamment au collège, et c'était là-dessus que portait la réforme du collège en particulier, beaucoup de choses relèvent de l'implicite. Par exemple, c'est implicite que, à partir du collège, contrairement à l'école primaire, vous devez prendre des notes.
Mais enfin, si vous n'avez jamais appris à prendre des notes, c'est pas évident de prendre des notes. Quels mots vous retenez dans une phrase, etc., pour comprendre et le relire. Bon, et donc, en fait, la réforme du collège avait vocation notamment à clarifier un certain nombre d'implicites, en gros, pour s'adresser vraiment à tous les élèves. Et ce faisant, c'est vrai que c'était une réforme dans laquelle, en fait, on regardait, on se focalisait plus sur les plus en difficulté. À ce moment-là, quand vous étiez aux manettes, à la violence? La violence scolaire, vous voulez dire? La violence dans les écoles, dans les lycées. Oui, alors là. Cette violence-là. Oui. Alors, c'est des sujets sur lesquels je me suis beaucoup investie. Vous le savez peut-être, notamment la question du harcèlement scolaire, sur lequel on a fait énormément. Et ça ne veut pas dire, c'est pas pour nous lancer des fleurs. De toute façon, il faut toujours continuer à faire sur ces sujets-là. Et puis, ça doit être constant et cohérent. Quelles que soient les alternances politiques. Mais cette question du harcèlement scolaire, c'est une question culturelle. On l'a longtemps sous-estimé dans la société. Et il fallait éveiller finalement le regard, non seulement évidemment du corps professoral et puis de tous les adultes qui sont dans les établissements scolaires, le regard des témoins du harcèlement scolaire que sont les élèves par l'effet de bande qui vont se mettre du côté du bourreau au lieu de dénoncer ça tout de suite, puis le regard des parents pour qu'ils soient aussi plus éveillés sur le malaise ou le mal-être de leur enfant. Quand Samuel Paty a été assassiné, quand on est un ancien ministre de l'Éducation nationale, qu'on a été responsable en fait de la sécurité de ces gens à l'école, est-ce qu'on a un sentiment de culpabilité? Comment est-ce que vous avez vécu ça? C'était affreux. Vraiment, j'ai du mal à retenir mon émotion à chaque fois que je me replonge dans cette soirée. C'était un vendredi soir de mémoire et que j'ai entendu cette information. J'étais dans un taxi. J'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement parce que j'ai été ministre de l'Éducation, c'est parce que j'ai été la ministre de l'Éducation au moment des attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercacher. Enfin, cette période, souvenez-vous-en, je me suis énormément investie ensuite, au moment où il y a eu les incidents autour des minutes de silence post-Charlie, pour qu'on travaille sur l'enseignement moral et civique, pour qu'on travaille sur les questions de laïcité, pour qu'on travaille sur les questions de valeurs de la République au sein de l'école. Énormément de choses ont été adoptées à ce moment-là. Vous vous en souvenez peut-être, par exemple la réserve citoyenne. Bref. Et du coup, en repensant à tout cela et en voyant qu'on pouvait s'en prendre comme ça à un professeur, au fond, ça m'a replongé dans ces années de menaces d'attentats où tous les jours, je me réveillais comme ministre de l'Éducation en craignant que la prochaine cible soit une école. On avait déjà connu ça, évidemment. L'hypercachère, parce que bien sûr, pense que mais même aux Aratora à Toulouse, on avait connu ça, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, vraiment, j'avais une boule au ventre en permanence à partir de 2015 comme ministre de l'Éducation sur ces sujets-là. Donc évidemment, Samuel Paty, ça m'a replongé là-dedans. Comment essayer de faire barrage à ce radicalisme, à cet islamisme radical qui en fait utilise toute notre démocratie, tout ce qu'elle offre aux gens de bonne volonté pour s'immiscer dans ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire dans nos écoles, pour essayer de prendre le pouvoir d'abord dans le cerveau de nos enfants. Comment faire ? Mais c'est un combat, c'est un combat de chaque instant, et c'est un combat dans lequel on doit justement pas tomber dans le piège des intégristes et des islamistes en question. Le piège, c'est que ces gens-là, qu'il faut combattre de toutes nos forces, expliquent à nos gamins, et notamment aux gamins issus de l'immigration, etc., que la France ne veut pas d'eux. Voilà, je le résume aussi simplement que ça. La France ne veut pas de ce que tu es, de ta famille. La France veut d'eux. Eh bien, en fait, notre discours, c'est la France veut de toi. La France veut de toi, veut de ta famille. Et la France, avec sa laïcité en particulier, te démontre qu'elle veut de toi. Parce que c'est quoi la laïcité ? J'ai passé des heures à l'expliquer, moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, aux enfants, aux élèves que j'allais voir. Je leur disais, vous savez qu'il existe aujourd'hui dans le monde de nombreux pays dans lesquels le fait de n'avoir pas la religion officielle, d'être athée, etc., fait de vous une minorité qui est en permanence en danger, y compris qui peut être jetée en prison, qui n'a pas exactement les mêmes droits que ceux qui ont la religion officielle, etc. C'est le cas dans de nombreux pays. Est-il besoin de les citer ? En France, nous avons l'exact contraire. Quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant ou pas d'ailleurs, vous êtes protégé exactement de la même façon. C'est ce qu'on appelle la neutralité totale
du service public en particulier, et en particulier de l'éducation, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Lorsque vous entrez dans une école, quelles que soient vos croyances, vous êtes traité de la même façon. Vous n'aurez pas plus, vous n'aurez pas moins. Et donc, quand vous expliquez ça aux enfants et aux élèves, je vous assure que du coup, soudain, ils se mettent à réfléchir. Ah mais oui, ah oui, donc en fait, c'est une chance la laïcité. Mais alors, combien d'élèves ai-je eu devant moi dans cette explication-là qui me disaient, mais en fait, on ne le voyait pas du tout comme ça. Pourquoi vous ne le voyez pas comme ça? Parce qu'en fait, quand on allume notre télé, à chaque fois qu'on nous parle de laïcité, en fait, c'est pour s'en prendre aux musulmans. Et moi, comme je suis musulman et qu'on me parle en permanence de ma mère qui porte un foulard ou un voile, et ben, je me sens agressée, je me sens attaquée. Mais alors, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, parce que par exemple, là, en ce moment, on parle à l'Assemblée nationale, on parle du voile. Hein. Les Républicains ont remis ça sur le tapis. Qu'est-ce qu'on fait avec ce voile? On ne peut pas autoriser le voile dans nos écoles. On ne peut pas autoriser que des gosses se mettent à prier dans les couloirs. Mais qui a demandé à ce qu'on autorise le voile dans nos écoles? Je ne sais pas. Mais non. Mais il est là, il y est encore. Là, non. Non, enfin, je veux dire, ce dont il est question à l'Assemblée, c'est notamment à l'université. Donc, certains voudraient aller plus loin et appliquer à l'université les mêmes règles qu'on applique en primaire et dans le secondaire, au collège-lycée, à savoir aucun signe ostensible de religion à l'université. Vous ne pouvez pas appliquer cette règle dans la mesure où ce sont des adultes à l'université. Dans l'enseignement scolaire, la règle de aucun signe ostensible vaut pour une raison simple, c'est que ce sont de jeunes esprits qui sont en train d'apprendre justement le savoir et que le croire n'a pas à interférer, qui pourrait être influençable, etc. Mais quand on est à l'université, on est un adulte. Oui, mais ce que vous dites très justement sur le dialogue que les professeurs peuvent avoir avec leurs étudiants quand ils sont plus jeunes, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en disant que l'université, partout où les esprits doivent apprendre, c'est un lieu hors culte. Moi, je suis absolument d'accord pour qu'il n'y ait pas de kippa, par exemple. Je suis d'accord pour qu'il n'y ait pas de croix. Je suis d'accord pour qu'il n'y ait pas de voile, évidemment. Pourquoi ne pas accepter ça? Ça me paraît, moi, une évidence. Nous sommes dans un pays laïque, et on l'explique. Ça n'est pas pour faire du mal aux musulmans, loin de là. Ça n'est pas pour faire du mal aux autres religions. C'est simplement pour dire, la France, dans son originalité, est un pays laïque définitivement. Prenez cette chance. Mais où est-ce que vous vous arrêtez du coup? Parce que si vous estimez que tous les lieux où on apprend, est-ce qu'un adulte qui va en formation professionnelle aussi, vous lui imposez les mêmes... Non, mais c'est une vraie question. C'est la fac, moi je sais pas, j'ai mes filles qui ont fait Sciences Po, qui ont fait anthropologie, c'est dans des lieux, les lieux d'apprentissage. Car encore, à 18 ans, moi j'ai des enfants, vous ne les avez pas, vous les jeunes sont plus jeunes, mais moi j'ai des enfants plus âgés qui ont fait l'université. Je sais que quoi qu'ils pensent, leur esprit est encore extrêmement meuble. On peut y mettre beaucoup de choses encore, quoi qu'ils pensent quand ils ont 18, 19, 20 ans. Je pense vraiment qu'il faut renouer avec l'esprit de la laïcité tel qu'il a été pensé au moment de l'adoption de la loi de 1905. La laïcité, c'est une neutralité imposée au service public. C'est pas une neutralité imposée aux individus. C'est-à-dire, il n'y a pas de police vestimentaire. On va pas commencer à juger la façon dont les uns et les autres s'habillent, choisissent ou pas de mettre ceci ou cela. Et d'ailleurs, y compris le fait de ne pas porter de burqa dans l'espace public, etc., c'est au nom des impératifs de sécurité, davantage que des impératifs de laïcité. C'est parce qu'on doit pouvoir voir le visage des gens, c'est au nom des interactions sociales. Mais ça, c'est la malhonnêteté des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, bon alors il faut voir les visages, donc la burqa est interdite. Alors que la burqa est interdite pour une raison simple, c'est que c'est un signe ostensible aujourd'hui en France, qui est un instrument de combat pour les islamistes radicaux. On peut le dire, pas pour toutes les femmes qui portent le voile, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que, majoritairement, on voit bien que ça devient maintenant un instrument qui est insupportable. Le sujet, c'est, en gros, de deux choses l'une. Soit ces femmes portent le voile de façon contrainte et forcée, ce qui est souvent sous-jacent dans les débats. Auquel cas, est-ce que vous pensez vraiment que c'est les aider ? Non, le foulard, oui, mais pas ma grand-mère portait un foulard, et pourtant les juives. Ouais. Mais en Algérie, les femmes qui sortaient mettaient comme un réflexe un foulard. Ouais, voilà. Donc ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ce voile bien rond, bien noir, bien ostensible. Si vous me demandez mon avis, honnêtement, je ne trouve pas
ni plaisant, ni agréable, ni émancipateur de porter le voile. Je suis évidemment, ne serait-ce que par féminisme, ne pas le porter. Ne serait-ce que par féminisme, je suis évidemment opposée à tout ce qui me donne l'impression de contraindre la femme, de l'empêtrer. C'est évident. Mais enfin, pour revenir à mon raisonnement, soit vous estimez que c'est contrainte et forcée qu'une femme porte le voile, et dans ce cas-là, est-ce que vous croyez vraiment que vous l'aidez en lui interdisant d'aller dans tel lieu, de sortir dans la rue, etc. C'est pour ça, Najat, que je parle de l'éducation. C'est pour ça que je parle de ces gosses de 18-19 ans qui arrivent à la fac. Donc l'éducation, c'est dès le plus jeune âge. Là où je vous rejoins en revanche, regardez, on va se rejoindre, c'est que il y a eu des débats là, à l'Assemblée dans le cadre de la loi séparatisme sur l'affaire des enfants, des mineurs à qui on fait porter un voile, voire pire. Mais cela me répugne profondément. C'est évident pour moi qu'il y a maltraitance à enfant que d'avoir une fillette de 5 ans qui porte quelque chose qui lui cache le visage. Donc ça, je suis d'accord pour qu'on réfléchisse et qu'on voit, y compris par la loi, comment faire en sorte que ça s'arrête, comment faire en sorte que les parents soient éclairés sur le fait que c'est un problème pour la société française, que potentiellement il y ait des sanctions à la clé, parce qu'il est évident que la petite fille de 5 ans, de 7 ans, de 9 ans n'a pas choisi de porter le voile. Mais je suis désolée, une fois que vous êtes adulte, parfois il y a des adultes qui choisissent aussi de faire des choses que vous-même vous choisiriez pas de faire. Donc il faut quand même accepter cette part de liberté. Parce que dans mon deux choses l'une, c'était soit les femmes sont contraintes de le porter, mais dans ce cas-là, c'est une double peine si vous les empêchez de participer à la vie sociale, soit elles le choisissent d'elles-mêmes, et dans ce cas-là, pourquoi on interviendrait dans les choix vestimentaires des gens? Enfin... On ne va pas résoudre le problème maintenant, j'ai tellement de questions à vous poser. MeToo, le mouvement, le bien et le mal, pour aller vite. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans MeToo? Et est-ce qu'il y a des choses négatives, à votre avis, qui en sont sorties? Moi, j'ai été très en soutien de MeToo, parce que je pense que c'est comme pour MeToo inceste en ce moment. Hein. La libération de la parole est quelque chose d'absolument phénoménal et fabuleux et essentiel pour nos sociétés. C'est la libération de la parole qui permet, au fond, pour le dire d'une formule qui m'est très personnelle, d'allumer la lumière sur les monstres qui sont sinon des monstres intérieurs avec lesquels on est seul. D'accord ? Donc quand vous allumez la lumière, le monstre commence à faire un peu moins peur parce qu'on est plusieurs à le regarder et qu'on se sent moins seul. Donc évidemment, il faut que cette libération de la parole soit suivie d'effets de la part des pouvoirs publics, de la part des médias, qu'il se passe quelque chose, qu'on mobilise des moyens pour lutter contre les violences, qu'on soit de plus en plus intolérant à l'égard du harcèlement sexuel, des violences sexuelles, etc. Vous êtes pour les 15 ans, vous savez, cette acceptation, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qu'un enfant puisse accepter à 12 ans ou à 13 ans de faire l'amour avec un adulte, ça me paraît ahurissant. En revanche, à 15 ans, vous êtes pour ces 15 ans ou ça vous paraît trop tard ? En fait, je pense que c'est très important d'éclairer l'opinion publique sur ce dont il est question sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de confusion, on va dire, sur les réseaux sociaux en particulier. Jusqu'à présent, en gros, il n'y avait pas d'âge minimal en dessous duquel on considérait que il ne peut pas être question de consentement. Jamais à tel âge on a pu consentir. Ça n'existait pas. Donc ce que fait le texte en discussion au Sénat, c'est de dire on va quand même mettre un âge minimal qui est 13 ans. C'est-à-dire qu'en dessous de 13 ans, on considérera que jamais il y a pu y avoir consentement, d'accord ? On ne le recherche même pas, il n'y a pas pu, d'accord ? Donc c'est viol, enfin c'est... Voilà. Et le débat, c'est oui, bon, d'accord, mais est-ce que 13 ans ou 15 ans ? Parce que quand même, 13 ans, c'est encore tôt. Hein. C'est des bébés. Alors moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on devrait monter à 15 ans, oui. Oui, je fais partie de ceux qui disent... Ouais, voilà. Est-ce que, alors, le mouvement MeToo, vous êtes d'accord ? Mais alors, juste pour le mouvement MeToo, pardon, d'une phrase. Je disais, une fois qu'on a allumé, il faut qu'il se passe un truc, d'accord ? Il ne faut pas que les victimes se retrouvent toutes seules. Les victimes se retrouvent toutes seules lorsque la réaction médiatique, parfois politique, consiste à dire « Ouh là là, mais quand même, attention, ça devient de la délation, tout ça, non, faut faire attention ». Parce que, en fait, on a l'impression que finalement, on minimise la gravité des faits. Je pense que c'est extrêmement important de veiller à ce que cette libération de la parole soit suivie d'une prise au sérieux de cette parole, d'actes concrets des pouvoirs publics. Le Grenelle des violences faites aux femmes, de ce point de vue-là, n'a pas toujours été au rendez-vous en termes de moyens mobilisés, on le sait.
Voilà, et ce qui s'est passé, et j'avais eu l'occasion, parce qu'à l'époque je travaillais dans une entreprise qui faisait notamment des sondages ces dernières années avant de rejoindre mon ONG, j'avais eu l'occasion de faire des enquêtes dans lesquelles il apparaissait que, étrangement, après MeToo, vous aviez plus de gens qui, à la question « est-ce que quand une femme dit non, c'est toujours non ?» répondaient « oh ben non, pas tout le temps, c'est pas clair, etc. » Puis « est-ce qu'une femme qui se fait violer, potentiellement la chercher ? Ouais, c'est vrai que ça arrive, nanana, par sa tenue vestimentaire, etc. » Vous aviez plus de gens qui répondent ça après MeToo qu'avant MeToo. Pourquoi ? Comment on explique cela ? Parce que MeToo a eu comme conséquence des milliers de plateaux télé dans lesquels on a mis sur le même plan les gens qui venaient libérer cette parole et les gens qui disaient « ouais, mais attention à la délation, et puis nanan, et puis confusion ». Et donc, en fait, il faut qu'on fasse vraiment, enfin, il faut qu'on soit un peu sérieux dans la prise en compte de ces problématiques-là. Je pense que, je dis pas qu'il n'existe jamais de faux témoignages, etc. Malheureusement, bien sûr que ça peut exister et bien sûr qu'on a besoin d'une justice qui respecte la présomption d'innocence et que c'est très important que la justice se fasse devant la justice et pas sur Twitter. Je suis d'accord avec tout ça. Mais c'est très important aussi que pouvoir public et médias prennent conscience de la difficulté que c'est de libérer une parole et l'accueil comme il se doit. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une chose qui me gêne parfois dans MeToo, comme dans Live Black Matter, dans ces mouvements-là, c'est la récupération. C'est-à-dire on tombe maintenant sur des groupes qui utilisent ces mouvements, qui sont des grandes idées magnifiques, pour en fait... scinder la société, la détruire avec ces blancs qui sont trop blancs, avec... vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand Camélia Jordana, par exemple, cette jeune actrice chanteuse, dit les artistes en France ne sont pas libres, j'ai envie de dire, mais ma fille, il faut que tu ailles voir ce qui se passe en dehors de la France. Quand Boutelja, quand Recala Diallo passent leur temps à marteler, à dire du mal de tous ces êtres, de tout le fonctionnement de notre pays, il y a quelque chose qui me dérange terriblement. Est-ce que ça vous dérange ? Bon, évidemment, parmi les noms que vous avez cités, je ne vous cacherai pas que je me reconnais pas vraiment dans une Nouria Boutelja. Enfin, j'espère que vous n'avez pas de doute là-dessus tout de même. C'est même précisément ce que je combats. Moi, je combats la fragmentation identitaire. Attention. Mais c'est moi, je suis une universaliste. Je cherche le mot fragmentation. Ah non, mais comprenons-nous bien. Moi, je suis une universaliste. Alors, et je l'ai, en plus, si vous me le permettez, je crois l'avoir démontré dans tous mes combats. C'est-à-dire que, en gros, jamais je n'ai été de ces gens qui disent « bon, écoutez, moi, je vais me saisir du combat des droits des femmes parce que je suis une femme, du combat contre le racisme parce que je viens de l'immigration et point, et je m'arrête là et je me focalise uniquement sur ça comme s'il n'y avait que ça. » Non, moi, je suis pour le combat pour les droits humains et donc la lutte contre toutes les exclusions possibles. Et donc, par exemple, très clairement, je me suis toujours prononcée contre l'antisémitisme. Ouais. Je me suis très clairement prononcée contre l'homophobie. Je ne suis pas homosexuelle. Enfin, c'est ça l'universalisme. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, peu importe. Et je ne suis pas juive non plus. C'est ça l'universalisme, c'est être capable d'endosser des combats qui dépassent votre expérience personnelle. D'accord. Est-ce que vous êtes très vite, parce qu'on arrive à la fin, j'ai encore plein de choses à vous demander, mais cette loi sur le séparatisme de notre président, qu'est-ce que vous pensez ? Elle est dangereuse ? Elle peut apporter des choses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout a été dit, je pense, dans le débat parlementaire. C'est-à-dire qu'en gros, des doutes sur son efficacité, honnêtement, il y a des choses qu'il était important de réaffirmer, on va dire, et notamment la neutralité des fonctionnaires, ces choses-là. Bon. En revanche, beaucoup ont relevé qu'elle manquait cruellement finalement d'une deuxième jambe qui consisterait un peu à assurer l'inclusion, pour le coup, à assurer la mixité sociale. On n'a pas parlé de mixité sociale, mais sérieusement, comment s'étonner... On n'en a pas parlé, et je vais vous dire, on me dit 30 secondes. Ah mince, bon. Bon, la mixité sociale, par exemple, j'aurais bien aimé qu'une loi comme celle-là en dise plus sur la question du logement, sur la question de l'éducation, etc., pour faire en sorte justement d'embarquer tous ces gamins. C'est bien de leur adresser un message d'autorité, attention, le fanatisme c'est pas bien, etc. Mais enfin, le contre-discours pour les attirer dans la République, il manque. Merci. Vous avez parlé avec beaucoup de sincérité, ça m'a fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci Najat, à bientôt. À bientôt. Et puis à dimanche, nous.